fait, nous, on tient à soutenir et à développer les objectifs de l'Association canadienne en gérontologie et aussi de représenter les intérêts et les préoccupations des étudiants au conseil de l'administration de l'Association canadienne en gérontologie afin d'encourager la participation des étudiants dans l'association. Donc, merci Asma, puis j'ai bien hâte de continuer la soirée. Merci beaucoup. Alors, en fait, ces soirées sont pour objectif, cette soirée en fait où on a d'autres soirées qui s'en viennent, sont pour objectif de discuter, échanger avec des chercheurs dans les domaines de vieillissement, gériatrie, au cheminement professionnel divers, de partager ensemble nos préoccupations et nos réflexions et nos questionnements. Aujourd'hui, on a choisi le thème sur faire carrière au féminin en recherche sur le vieillissement. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'activité qui nous rassemble, mais j'ai quelques informations pour le bon déroulement de cet événement. Officiellement, la durée de l'activité sera 1h30. Toutefois, nous vous invitons à rester, si vous pouvez, à continuer à échanger avec nos invités jusqu'à 19h. Veuillez noter que notre activité sera enregistrée et diffusée en ligne ultérieurement. Je vous invite tout le monde de fermer leur micro et leur caméra pendant les périodes de discussion avec nos invités. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le passer par le chat ou aussi on a des périodes de questions. Vous pouvez poser les questions oralement. Alors maintenant, je vais présenter notre 4 modératrices de cette soirée. Je vais commencer par Jessica Joachim, c'est notre vice-présidente et doctorante en pharmacologie et physiologie à l'Université de Montréal. Puis notre Mélanie Lebert, c'est notre responsable de communication. Elle est étudiante au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. Puis Amélie Brisebois, c'est notre secrétaire. Elle est étudiante au doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Et bien sûr, Ariane Sogamassi aussi, c'est notre 4e modératrice. Jessica, je vous passe la parole. Oui, donc on va commencer en présentant notre panel de la soirée. Donc, tout d'abord, nous avons le professeur Pierrette Gaudreault, qui est professeure titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal et directrice du laboratoire de neuroendocrinologie du vieillissement du CRCHUM. Nous avons ensuite la professeure Sylvie Belleville, qui est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal et directrice du consortium pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer. Et nous avons finalement la professeure Suzanne Dupuis-Blanchard, qui est professeure titulaire à l'École de sciences infirmières de l'Université de Moncton et directrice du Centre d'études du vieillissement. Nous allons tout d'abord commencer par un peu un background de notre panel de la soirée. Je voulais commencer par vous demander quel était votre parcours académique et professionnel qui vous a mené à être intéressé à la recherche sur le vieillissement, puis quels sont les moments marquants de votre carrière qui vous ont amené à poursuivre cette thématique de recherche. Donc, si vous voulez, professeur Pierrette Gaudreault, vous pouvez commencer la première thématique. Je pense que vous êtes encore sur mute. Pardon. Alors, je voudrais d'abord saluer cette belle collaboration entre le Réseau québécois de recherche, les étudiants du comité du réseau vieillissement ainsi que la Student Connection. Alors, je pense que vous avez pris une des bonnes habitudes qu'on doit avoir en recherche, c'est-à-dire créer des contacts. Alors, donc, comment je fus amenée à la recherche en vieillissement. Mes études étaient dans le domaine au niveau du doctorat en pharmacologie et au niveau postdoctoral plus
du côté du doctorat, c'était un petit peu spécial parce que j'ai fait mon doctorat hors mur. Alors, j'étais à l'Université de Sherbrooke, au département de pharmacologie, mais comme tout le monde le sait, des fois, on doit faire des compromis pour accompagner son conjoint. Alors, mon conjoint était rendu au stade postdoctoral. Il est allé au National Institute of Health à Bethesda, au Maryland. Alors, donc, je me suis trouvé un laboratoire d'accueil là. À ce moment-là, le NIH n'avait pas de programme de doctorat, donc c'était un doctorat hors mur qui était parrainé par la faculté de médecine et mais j'étais physiquement basée au NIH du côté des neurosciences avant de quitter, le doyen de la faculté de l'époque m'avait fait venir dans son bureau pour me dire la phrase qui m'a marqué beaucoup, « Il ne faut pas que ça foire ». J'étais la première candidate à aller faire un doctorat hors mur. Alors donc, j'avais l'impression que j'avais une responsabilité particulière vue par la lorgnette du doyen. Alors, j'ai tout fait, ma formation au niveau de mon projet de recherche. Je suis revenue à Sherbrooke simplement pour passer mon examen prédoctoral et soutenir et défendre ma thèse de doctorat. Après ça, nous sommes revenus à Montréal et je me suis inscrite au postdoctorat du côté de la neuroendocrinologie. Et à ce moment-là, il y a un récepteur au niveau de l'hypophyse antérieure qui est extrêmement important pour la régulation hormonale. Alors, c'est le récepteur du facteur de libération de l'hormone de croissance. Et chez l'adulte, c'est plus une hormone de maintenance, on le sait maintenant. Et à ce moment-là, le récepteur venait d'être cloné et on cherchait une voie spécifique pour laquelle le récepteur était extrêmement important. On avait des évidences indirectes qu'il y avait un rôle peut-être dans l'obésité, puis il y avait un rôle peut-être dans le vieillissement. J'ai fait des expériences avec des modèles rongeurs, ce qu'on appelle des études précliniques, pour découvrir que c'était vieillissement qui, dans les cas de rats vieillissants, on avait un changement très important de la régulation du récepteur hypophysaire de ce facteur, ce qui entraînait une diminution de sécrétion d'hormones de croissance qui est liée d'une certaine façon au vieillissement. Alors, c'est la fenêtre par laquelle je suis entrée dans le monde du vieillissement. J'y ai séjourné un certain nombre d'années au niveau plus de la recherche en neuroendocrinologie. Et après un certain temps, j'ai travaillé sur des modèles de vieillissement réussi qui étaient liés à un maintien de ce facteur de libération de l'hormone de croissance. Alors, des modèles aussi, certains modèles qu'on utilisait qui étaient plus liés aux habitudes alimentaires. Alors, on pense au modèle de la restriction calorique modérée de longue durée qui prolonge la vie en bonne santé chez les rongeurs. Alors, de ce pas, j'ai pu entrer en contact avec des chercheurs qui, eux, s'intéressaient au vieillissement, mais chez les personnes vieillissantes. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le cercle de recherche de ce monde fabuleux. Et on a commencé à faire du travail qui était plus du travail collaboratif, qui était plus pluridisciplinaire et je dirais même maintenant intersectoriel.
Et j'en suis venue à travailler aussi, non seulement avec des modèles animaux précliniques, mais aussi avec des cohortes de personnes âgées. Alors, en résumé, c'est le chemin par lequel je suis passée. Et à chaque étape, bon, il y a eu des expériences fascinantes. Je me souviens au niveau postdoctoral des premiers articles où on a montré une dérégulation du récepteur du facteur de libération de l'hormone de croissance au cours du vieillissement. Alors, j'étais très heureuse de ça. Ça a permis de creuser et de vraiment circonscrire ce domaine-là. Puis, après ça, ben, de se poser des questions chez l'humain, puis de revenir valider ça dans des modèles animaux où on peut, entre guillemets, jouer un petit peu plus avec l'hypophyse, le cerveau ou d'autres régions qu'on ne peut pas obtenir facilement chez les humains, bien certainement. Alors donc c'est un peu, ça résume un peu le tout. D'autres moments importants dans ma carrière. Très tôt, je me suis associée au Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Je m'y suis collée très bien jusqu'à devenir la directrice du réseau, que je suis encore avec mon collègue Dr José Moret, qui est gériatre. Et donc, on termine l'an prochain notre mandat. Alors, donc, aussi, ce que je pourrais dire, c'est que ça m'a permis de rencontrer les collègues de la Société canadienne de gérontologie et puis aussi de faire des liens avec les collègues mexicains, européens au fil des ans et de démarrer de nouveaux projets. On a eu des projets européens et on en a encore. Alors, tout ça converge vers beaucoup d'activités très différentes et qui nous enthousiasment toujours. Alors, voilà. Je pourrais m'allonger encore, mais je vais laisser la chance aux autres de décrire leur parcours qui est tout aussi et plus inspirant que le mien. Merci beaucoup, Pierrette, professeur Gaudreau. Oui, c'est parfait comme ça, Pierrette. Si, professeur Belleville, vous pouvez commenter et parler un peu de votre parcours à vous aussi. Oui, ben moi, je travaille dans le domaine de la cognition, dans le vieillissement, on va dire normal ou en tout cas usuel, et puis dans la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, et puis aussi sur la plasticité cérébrale, sur les interventions non pharmacologiques, et puis récemment sur la prévention. Et puis, bon, moi, j'ai un parcours, j'ai fait des études en psychologie clinique, en fait. J'étais destinée pour être clinicienne. J'ai fait ça à l'UQTR. Après, j'ai fait les choses un peu par petite bouchée. Moi, ça me faisait peur de me dire, quand je suis sortie du cégep, je vais avoir une maîtrise. Puis ça me faisait peur, quand j'étais au bac, de me dire, je vais faire un doc. C'était comme trop épeurant. Je me sentais pas la capacité. Et ça, je pense, c'est très féminin, entre guillemets. Je devrais peut-être pas dire ça, là, mais en le prenant bouchée par bouchée, ça me faisait moins peur. Puis finalement, je l'ai fait. Et j'ai fait donc après un PhD en neuropsychologie à l'Université McGill. Et puis, rien ne me destinait au vieillissement, ou peut-être beaucoup, parce qu'à cette époque-là, dans le fond, je m'intéressais à la plasticité cérébrale. Puis, on pensait à ce moment-là que c'était juste chez le jeune organisme qu'il y avait de la plasticité cérébrale. Et puis aussi, quand j'ai fait mon doc, ben, c'était formidable, McGill, c'était waouh, c'était l'ouverture sur le monde, mais en même temps, parfois tu as des mauvaises rencontres. J'avais eu une mauvaise rencontre avec une jeune chercheure de mon âge qui était très agressive, puis j'avais vraiment pas aimé ça, puis je m'étais dit, non, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie que la recherche, tu sais, d'être obligée de me battre avec du monde pas fin. Et donc, j'ai dit non, je suis clinicienne, je m'en vais en clinique. Et je suis allée par hasard, pas par hasard, mais il y avait un poste qui s'ouvrait et c'était à Côte-des-Neiges à cette époque, à l'Institut de gériatrie. Puis j'ai postulé et j'ai eu le poste.
Puis j'étais toute jeune, pas très expérimentée. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont pris, mais en tout cas, là, je vous dis, je suis tombée en amour avec le domaine. Je ne connaissais pas le domaine, mais j'ai rencontré des patients, c'était absolument extraordinaire, des personnes âgées qui venaient de tous les milieux, puis, tu sais, avec une philosophie. J'ai adoré parler avec eux, j'ai été intriguée par toutes les problématiques liées aux problèmes cognitifs. J'étais en lien avec des cliniciens comme Francine Fontaine, Claudine Leclerc, Jean Châteaulois, qui étaient extraordinaires au niveau de leur sens clinique, des intellectuels, des chercheurs, il y avait Roch Lecourt, il y avait Joannette, Isabelle Peretz, c'était des gens qui étaient tellement impressionnants. Et puis aussi qu'il y avait une approche très, je dirais, humaine de la recherche parce que c'est pas juste des chercheurs, il y avait aussi du fun dans la vie. Ils aimaient ça, bien, du bon vin, puis on allait dans des cafés, puis on discutait de science. C'est passionnant. Alors, puis j'ai vraiment aimé ça beaucoup, beaucoup. Puis j'ai réalisé que la recherche, ça pouvait être le fun, ça pouvait être avec des gens intéressants et ça pouvait être nourrissant. Donc là, je me suis dit, ah tiens, c'est pas inintéressant. Puis j'ai réalisé que c'est comme un peu cette idée que c'est comme un peu je suis un détective puis j'essaie de comprendre quelque chose parce qu'à l'époque, on s'intéressait beaucoup aux études de cas. Puis c'était vraiment ça, c'était une approche très, très intellectuelle de découverte et j'ai trouvé que c'était un formidable plaisir que de m'intéresser à la recherche et à la science, puis que le vieillissement, c'est extrêmement intéressant. Puis à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au vieillissement. Hein? Moi, je me souviens, il y a du monde qui m'ont dit, c'est pas intéressant, c'est bien trop compliqué. Et moi, je suis là, mais non, justement, c'est compliqué, c'est ça qui est intéressant. Et je vois que là, il y a de plus en plus de monde qui réalise que c'est fascinant, le domaine du vieillissement. Puis moi, enfin, les gens autour de moi, ils ont toujours trouvé ça fascinant. Je suis contente que les gens commencent à réaliser que ça peut être un problème scientifique vraiment, puis social en plus, qui est très, très important. Le moment marquant, parce que vous demandiez ça aussi, bien évidemment, faire un PhD à McGill. Moi, j'étais à Trois-Rivières, j'étais une fille de Québec, j'arrive à Montréal, l'ouverture sur le monde, la rencontre de gens partout, des gens de Grèce, des gens d'Italie, des gens partout au Canada. C'est comme si tout à coup, mon univers prenait cette expansion-là magnifique. L'arrivée à Côte-des-Neiges, qui était à ce moment-là, puis qui est maintenant l'Institut de gériatrie, avec la découverte de l'Alzheimer, de la problématique de l'Alzheimer, du vieillissement. Un grand moment aussi qui est très marquant sur le plan de ma carrière, c'est la direction du centre de recherche. Ça, pour moi, ça a été extraordinaire. Je remercie le centre de recherche de m'avoir permis de grandir avec eux. Puis aussi CIMACU, je dirige CIMACU, ce consortium-là. Puis c'est là que j'ai réalisé que puis là, vraiment comme femme, là, c'est vraiment formidable des rôles de leadership parce que tu réalises qu'au-delà de la science, tu peux vraiment avoir un impact sur tout un domaine. Tu facilites des carrières, c'est absolument, puis c'est scientifique parce qu'évidemment, tu t'adresses toujours à des questions scientifiques, mais c'est quelque chose qui pour moi a été extraordinairement enrichissant et ça, c'est vraiment un jalon majeur dans ma carrière. Voilà, ça fait le tour un petit peu. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus avant, là, des défis aussi. Merci beaucoup, professeur Belleville. C'était très, très, très intéressant. On va passer maintenant au professeur Dupuis-Blanchard. Je vous donne la parole. Merci bien. C'est tellement inspirant d'écouter Pierrette et Sylvie. Je connais un peu mieux Pierrette, mais d'entendre le parcours que je pense qu'on ne s'est jamais partagé non plus entre collègues. Alors, c'est super fascinant et intéressant. Puis, mais moi, j'ai comme un parcours assez différent de celle de Pierrette et de Sylvie, justement, parce que je suis infirmière. Et je dois dire que le volet clinique, si je peux dire, de la profession a
beaucoup servi à inspirer ma carrière de recherche que j'ai présentement au niveau du vieillissement. Puis, je dirais que mon intérêt pour le vieillissement, pour moi, quand je me fais poser cette question-là, je pense toujours à lorsque j'étais étudiante au baccalauréat en sciences infirmières à l'Université de Moncton, où je suis présentement professeure. Puis, j'avais eu des expériences au niveau des stages et probablement peut-être une influence familiale avec mes grands-parents et que ça soit. Mais déjà à ce moment-là, je pouvais identifier un certain intérêt, je veux dire, qui n'était pas précis, c'est sûr, mais un certain intérêt pour une pratique gériatrique, la santé communautaire, le volet santé publique, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi. Et suite à mon baccalauréat, j'ai déménagé à Ottawa. Et j'ai eu l'occasion, un peu comme Sylvie, j'ai fallu rire un peu quand elle a dit « je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi ». Ben moi, j'ai eu un peu la même expérience parce que j'ai déménagé là à cause de mon conjoint. Me voilà nouvelle infirmière, pas d'emploi. Je déménage dans une ville nouvelle et je me prépare à accepter un poste aux soins intensifs alors que je venais de passer une entrevue pour un poste comme infirmière en santé publique dans le domaine du vieillissement. Et je me rappelle très bien après cette entrevue-là d'être arrivée de nouveau à la maison puis de dire à mon conjoint, ça, c'est mon emploi idéal de rêve, mais jamais qu'ils vont me choisir, j'ai aucune expérience. Je sors à peine de l'université, ils vont jamais me choisir. Je reçois l'appel pour le poste à l'hôpital général d'Ottawa en soins intensifs. J'accroche et 1 heure après, le téléphone sonne à nouveau et on m'offre le poste en santé publique avec les personnes âgées. Et je dis, wow, je manque pas ma chance, oui, j'y vais. Alors, c'est un peu là, je dois dire que ma carrière puis mon intérêt s'est vraiment, vraiment développé au niveau du vieillissement. Parce que comme infirmière, en plus de faire des visites à domicile, du développement communautaire avec une population vieillissante, j'ai aussi eu la chance de travailler dans un projet de recherche. Avec, à ce moment-là, qui est encore bien connu à l'Université d'Ottawa, Nancy Edwards, et qui faisait, avec des collègues, c'est sûr, un projet de recherche sur l'isolation ou l'isolement social auprès des aînés dans la communauté. Et on avait demandé à 2 infirmières en santé publique d'être assistantes de recherche. Et voilà qu'on m'offre cette opportunité-là. J'ai dit, ben, on ne savait pas trop à ce moment-là qu'est-ce qu'on s'embarque dedans. Là, on dit oui, mais là, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça représente. Mais voilà que j'ai pris le goût. J'ai pris la piqûre, si on peut dire, parce que je voyais que par le biais de la recherche, on pouvait identifier des solutions qui servaient justement sur le terrain aux aînés. Et un peu pour avancer, de retour de nouveau à Moncton après quelques années, en tout cas, quitter cet emploi-là, revenu à Moncton, j'intègre un poste au niveau de monitrice clinique, si on peut dire, à l'École des sciences infirmières. Et j'ai le goût de continuer mes études et de faire une maîtrise en sciences infirmières à l'Université du Nouveau-Brunswick. Et j'utilise l'expérience que j'ai eue en santé communautaire auprès des personnes âgées pour développer mon champ d'intérêt, justement. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée au maintien à domicile, aux questions de déménagement, aux questions de communauté, de vieillissement et de santé et tout le kit. Et je dois vous dire une petite anecdote que lorsque je suis arrivée à choisir ma thématique de thèse pour ma recherche au niveau maîtrise, j'avais beaucoup observé un peu j'appelle une crise ou des difficultés au niveau du déménagement des personnes âgées, alors qui devaient quitter la maison pour aller soit vers un foyer de soins ou une résidence quelconque, et ça posait un grand stress. Puis je me rappelais très bien que, arrivée de nouveau au bureau de santé publique, lorsque j'étais infirmière, j'avais demandé à mes collègues, avez-vous des suggestions? Est-ce qu'il y a des programmes qui existent pour pouvoir soutenir ces gens-là? Parce que moi, je voyais qu'ils étaient presque en crise, ça pleurait. Puis les gens me disaient, ben écoute, Suzanne, c'est normal, les gens, ils déménagent, il n'y a rien là, hein? C'est pas, on ne doit pas se préoccuper de ça. Puis ça m'avait vraiment marqué parce que moi, j'avais eu un peu un sens d'observation qui m'avait donné un peu des différents indices. Et ça a été le choix de ma thématique de thèse de maîtrise.
au détriment, si je peux dire, de ma directrice de thèse qui je me rappelle très bien, m'a dit, ben, tu es infirmière, tu devrais t'intéresser à des questions précises cliniques. Pourquoi tu t'intéresses au déménagement puis au maintien à domicile? Puis à ce moment-là, aging in place, là, maintien à domicile, c'était pas quelque chose. Puis là, je parle de fin 90, 2000. Là. Je veux dire, c'est pas là, c'est pas 100 ans passés. Là. Mais c'était pas une thématique qui était très bien connue, très bien développée. Et je me rappelle très bien, tout au long de ma recherche de maîtrise, il fallait toujours que je revienne à soutenir mon idée de pourquoi c'était important de poursuivre cette étude-là. Et un peu pour cheminer de là-dedans, j'ai poursuivi par la suite, après l'obtention d'un poste. Alors moi, j'ai fait ça un peu à l'envers. J'ai terminé ma maîtrise. On m'a offert un poste de professeur à l'Université de Moncton, où je suis toujours, mais à condition que je partais pour faire un doctorat. Et à ce moment-là, le CNFS, le Consortium national de formation en santé, qui forme des francophones à l'extérieur du Québec au niveau de la santé, venait de s'établir et offrait une bourse pour que quelqu'un part, si on peut dire, aller faire des études doctorales. Alors, j'ai été la première à recevoir cette bourse-là et je me suis, si je peux dire, inscrit, j'ai parti un peu à l'aventure, puis j'ai été faire un doctorat en sciences infirmières à l'Université d'Alberta. Et moi aussi, ça a été une belle ouverture au monde avec toutes sortes d'opportunités et de côtoyer des noms que j'avais cités comme Nora Keating et Carol Esterbrook. C'est toute cette équipe-là que maintenant on connaît beaucoup mieux, mais qu'à cette époque-là étaient eux aussi en train de former leur carrière. Et ça a été vraiment une très belle expérience qui, pour moi, je pense, a marqué définitivement mon parcours depuis ce temps-là. Et je dirais, un moment le plus marquant, il y en a plusieurs, ils sont difficiles à identifier comme ça. Certainement mon parcours, comme je dis, à l'Université d'Alberta, mais je dirais ma première subvention des IRSC. Je me rappelle très bien comme très jeune professeur qui venait de sortir du doctorat et de recevoir ce courriel-là qui disait « Félicitations, vous avez obtenu le financement des IRSC » et je me vois encore au bureau. J'ai sorti de mon bureau en courant dans le couloir. J'ai été dire à mes collègues « On a eu la subvention! » Mais ça a été vraiment un moment marquant de façon sérieuse parce que on a un organisme externe qui reconnaît notre potentiel comme jeunes chercheurs et qui nous permet de prendre cet élan-là, si je peux dire. Et pour moi, en tout cas, ça a été un moment, je pense, qui a beaucoup marqué ma carrière. Puis, je peux vous en parler plus long au fur et à mesure qu'on avance de la soirée, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, professeur Dupuis-Blanchard. C'était très intéressant d'avoir trois parcours complètement différents de l'un de l'autre au final, puis que ça montre à quel point il y a plusieurs façons qu'on peut, les femmes et les jeunes chercheurs peuvent faire devenir plus tard successful. J'ai comme un blanc sur le mot en français. Mais donc, on va passer à la période de questions. S'il y a quelques personnes qui ont des questions. Moi, j'en ai une pendant qu'on rentre s'il y a des questions qui rentrent. Puis sinon, au pire, on ira tout de suite dans la deuxième thématique. J'étais intéressée à savoir si vous aviez eu des mentors qui vous ont marqué pendant votre parcours professionnel ou académique, qui vous ont aussi éclairé sur votre voie de recherche, sur la thématique de recherche sur le vieillissement au final. Donc, vous pouvez y aller. Je vais pas. Moi, j'ai pas eu de mentor formel, mais j'ai eu, comme tout le monde, un directeur de thèse, puis un directeur de postdoc, puis des fois des bons amis qui te poussent en disant comment là, qu'est-ce que tu fais là, allez, vas-y, faire ton doc. Mais je le regrette. Je pense que le fait de mettre en place des programmes de mentorat, je pense c'est extrêmement important. Et je sais que ça se fait beaucoup dans l'industrie, mais je ne suis pas sûre que ça devrait plus se faire dans le milieu académique. C'est extrêmement utile et important.
Je suis entièrement d'accord, Sylvie, parce que quand on vient de poser la question, justement, pour moi, c'est la même chose. C'est des directrices de thèse, mais vraiment un manquement, si je peux dire, au niveau de mentors, femmes, qui peut aussi nous guider, nous donner des indices, peu importe. Pour moi, ça a été très manquant aussi, puis je suis contente de pouvoir le faire maintenant, mais moi aussi, j'aurais souhaité avoir quelqu'un, justement, qui aurait été un peu dans la même position. De mon côté, en fait, j'ai 2 personnes et c'est pas des gens. Le premier, c'est mon directeur au niveau postdoctoral, Dr. Paul Brazo, qui était un spécialiste de la glande hypophysaire, co-découvreur de la somatostatine et du facteur de libération de l'hormone de croissance, pour lequel ses mentors à lui ont eu un prix Nobel. Mais c'est pas dans le domaine du vieillissement qu'il m'a mentoré le plus, c'est dans le domaine du développement des affaires. Alors, Dr. Brazo, c'était un bulldozer. Il était là pour ouvrir des pistes, refaire une expérience 2 fois, 3 fois. C'était pas nécessaire. Une fois, si ça marchait, c'était la bonne. Alors, et donc, il était très étroitement lié avec plusieurs compagnies pharmaceutiques qui s'intéressaient à cette molécule-là. Et donc, j'ai eu l'opportunité de l'accompagner pour vraiment des contrats avec des compagnies pharmaceutiques, puis aussi pour la rédaction de brevets. Donc, ça m'a ouvert tout un autre univers que je ne connaissais pas. Et ça a été intéressant d'avoir cette formation-là. Donc, ça nous ouvre une autre fenêtre là, pour avoir plus d'outils à notre ressource. Du côté vieillissement, en fait, c'est une collègue à qui je lève mon chapeau, Dr. Hélène Payette, qui était chercheuse au Centre de recherche en vieillissement de l'Université de Sherbrooke et qui était la chercheuse principale assignée quand nous avons développé le projet de cohorte de l'étude nuage. Et elle m'a été elle a été fort importante pour moi pour me donner accès au langage du vieillissement plus populationnel, parce que moi, je venais du monde de la recherche fondamentale. Et c'est intéressant ce soir parce qu'on est 3 et on couvre tout le spectre. Alors, la recherche fondamentale et la recherche clinique et la recherche populationnelle. Alors, donc, chapeau Hélène Payette. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième thématique. Donc, je vais laisser Mélanie prendre suite. Super. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les mettre dans le chat ou à écrire directement à Ariane. Donc, le deuxième thème pose la question, en fait, de quelle est la place des femmes dans la recherche sur le vieillissement aujourd'hui. Donc, juste pour un peu de contexte, en 2016, on comptait encore seulement 20% de femmes qui étaient employées dans les STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et ça, c'est les chiffres d'un rapport du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Donc, je me demandais, est-ce que c'est une observation que vous faites aussi dans vos différents milieux en vieillissement? Et à quoi ça ressemble la recherche en vieillissement quand on atteint une renommée nationale, internationale? Est-ce que vous avez des collègues? Au niveau de la diversité et comment ça se passe, qui est représenté, tout ça? Donc, on peut commencer peut-être par Dr. Gaudreault. Oui, alors, je regardais avant la tenue de cet événement au niveau du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement et je constate qu'il y a beaucoup plus de femmes
que d'hommes qui sont en recherche en vieillissement et qui sont membres du réseau. Puis à moins que je me trompe, j'ai l'impression que c'est un peu le reflet de ce qui se passe là, dans bien des milieux. Alors, peut-être, et moi, dans mes étudiants, j'ai eu un étudiant masculin et les autres, c'était toujours des filles. Alors, le vieillissement les intéressait davantage ou est-ce que c'est simplement anecdotique? Alors, mes collègues vont pouvoir renchérir là-dessus. Donc, puis la deuxième question, c'était déjà? Ben, c'est ça, plus on avance, en fait, maintenant, ça, c'est plus peut-être au niveau des étudiants, mais au niveau de vos collègues qui ont une renommée nationale, internationale, est-ce que là, la diversité reste? Ou bien là, comme vous avez mentionné, c'était plus féminin, finalement, le vieillissement? Oui, quand on est, je dirais, vieillissement plus clinique populationnelle, il y a quand même beaucoup de femmes, mais si on regarde dans les congrès internationaux, là, les grands congrès internationaux comme le Congrès international de gérontologie et gériatrie qui a lieu aux 4 ans, je n'ai jamais fait de décompte, mais il me semble que c'est assez varié comme audience. La même chose quand on regarde l'assistance au Congrès international francophone de gériatrie et gérontologie, mais je n'ai pas de statistiques exactes là, pour vous dire c'est ceci, c'est 45 versus 55. Là, je n'ai pas cette information-là, sauf pour le réseau vieillissement où là, vraiment, il y a plus de femmes, de filles que de messieurs et de jeunes hommes impliqués à ce niveau-là. Alors, il y a eu quand même, et Suzanne pourra le dire aussi, il y a eu quand même au niveau de la recherche plus populationnelle, puis au niveau plus social, il y a eu une contribution des sciences infirmières qui ne sont pas négligeables dans l'essor de la recherche en vieillissement et de ce fait, plus de femmes que d'hommes. Alors, pour les autres composantes, si on parle de diversité, inclusion, bon, c'est sûr qu'il y a quand même des gens de différentes ethnies qui sont représentés, mais c'est quand même plus minoritaire là, à ce niveau-là. Voilà. Super. Je ne sais pas si le professeur Belleville voulait compléter aussi. Ben, moi, c'est sûr qu'en psychologie, il y a plus de femmes. On sait qu'il y a plus de femmes. Ce que je note, par contre, c'est que plus tu montes dans l'échelle du pouvoir, puis moins il y a de femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes au bac, après un peu moins de femmes maîtrises doc, encore moins de femmes au niveau des chaires de recherche, par exemple. Donc, moi, je crois énormément aux quotas. Je pense que c'est essentiel. Dans les grands congrès Alzheimer, il y a des femmes, oui, c'est vrai. Qui sont les speakers invités? C'est des hommes. Qui sont les orateurs pour les plateformes? Je ne parle pas là de qui fait des présentations orales, mais je suis toujours très attentive à qui les gens vont inviter pour faire des grandes conférences. Et je sais qu'ils font attention maintenant de plus en plus. Mais il y a des congrès où c'est vraiment pas le cas, puis que tu vois que l'habitude vient. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème là, parce que il y a des garçons, là, je suis désolée, mais il est temps qu'on se fasse des girl clubs, parce que des boys clubs, qu'est-ce que tu veux, il y en a. Fait que je pense, mais moi, par rapport à votre question, la formulation de votre question, moi, ce qui m'embête beaucoup, avec tout cet engouement pour la technologie, l'intelligence artificielle, c'est que je me dis que
c'est quoi? C'est la recherche qui intéresse les femmes. Est-ce qu'elle est valorisée? Parce que, est-ce qu'on est obligé, nous les femmes, d'aller dans de la recherche qui ne nous intéresse pas parce qu'on se fait dire que c'est ça qui est important? Ou est-ce qu'on peut se dire que peut-être que les valeurs que nous, on a envie d'explorer, qui sont peut-être pas des valeurs à la mode actuellement, sont aussi des valeurs extrêmement importantes? C'est peut-être que la recherche en sciences sociales est importante. C'est pas parce que... et peut-être que comme femme, il faut valoriser l'approche qui nous intéresse. C'est ça que j'aime pas trop, moi. Ça m'embête un peu de dire, ah, mais les femmes, vous n'allez pas... Il n'y a pas beaucoup de femmes en intelligence artificielle. Ça m'inquiète parce que ça veut dire que tous les recrutements vont se faire... Ça va être difficile de recruter des femmes dans ce domaine-là. Mais en même temps, je me dis peut-être qu'il faudrait aussi valoriser des domaines qui sont ceux qui intéressent les femmes. Fait que c'est ça. C'est un petit peu ça que je voulais dire par rapport à... Deux aspects super intéressants. Diversifier les représentations et aussi revaloriser les endroits où la représentation est présente. Oui. Mais c'est sûr que là, quand je vais dans les congrès, là où je vois vraiment pas beaucoup de représentants, c'est au niveau des Africains-Américains ou des gens j'en vois pas beaucoup. C'est vraiment fâchant et je me dis, il faut aider les gens aussi qui sont... La diversité, c'est pas juste en termes d'hommes-femmes, mais je pense que comme femmes, on est très sensible à l'importance de la diversité. Moi, je suis très, très sensible à ça. Et les femmes noires, il faut vraiment les aider encore plus parce qu'elles ont ces deux poids, là, quelque part à... Elles sont à l'intersection, oui. Oui, c'est ça, oui, je sais. C'est des nouveaux termes que je connais bien, mais... Super. Et professeur Dupuis-Blanchard, de votre côté? Oui, moi, c'est sûr que là, je suis dans une profession qui est majoritairement femme comme infirmière, où on compte environ 2% d'hommes. Sauf que quand on renverse ça ou qu'on considère l'aspect vieillissement, je serais un peu de l'avis même, comme Pierrette, je dirais que c'est très équilibré. Je veux dire, si je pense à mes collègues avec qui, soit que je fais de la recherche de proche ou de loin, je dirais que il y a quand même un beau équilibre au niveau de l'Association canadienne de gérontologie, au niveau international. Je pense que à ce niveau-là, ça va. Sauf que je pense qu'il faut qu'on réalise aussi que, puis ça touche un peu qu'est-ce que Sylvie disait, il y a quand même des défis, je pense, importants, puis on les connaît au niveau de la maternité, au niveau de... C'est quoi être femme, puis d'être chercheur? Puis, comme je dis, ce ne sont pas des nouveautés, mais je le vois présentement auprès de mes étudiantes, de ma postdoctorante, etc. C'est un peu l'équilibre de vouloir avancer sa carrière au niveau de postes intéressants, de faire une demande de chaire de recherche, mais c'est aussi l'équilibre avec, c'est le temps d'avoir des bébés, c'est le temps d'avoir... Et comment on équilibre ça? Et est-ce que ça va nuire au niveau de l'avancement de la carrière et ces choses-là? Ça joue un peu tout de suite dans ma réalité, justement, parce que c'est un peu qu'est-ce que je vis avec mes étudiantes à ce moment ici. Mais je dirais aussi qu'on est dans un monde compétitif de recherche. Puis, entre femmes, des fois, on n'est pas toujours très respectueuses et très... je ne sais pas comment le dire, mais je pense qu'il faut le dire. C'est mon expérience personnelle aussi comme chercheur. Tu sais, parfois, on se fait dire toutes sortes de commentaires. Ça chicane toujours ces femmes-là, c'est très compétitif ou des choses comme ça. C'est pas toujours nécessairement approprié, c'est pas toujours le cas non plus. Parfois, il y a toutes sortes d'historiques ou il y a toutes sortes de raisons pourquoi ça peut paraître comme ça. Alors, je pense qu'il faut être conscient de ça. Comme francophone aussi, surtout moi au Nouveau-Brunswick, mon monde est de recherche en vieillissement.
il est beaucoup anglophone. Je veux dire, il n'y a rien qui m'empêche de faire de la recherche en français. Je le fais de toute façon. Mais le monde de la recherche, c'est un monde anglophone. Hein? Si on veut faire connaître nos travaux, si on veut avancer, si on veut vraiment une carrière, surtout si on parle au niveau national, international, je pense que c'est plus que le facteur juste féminin qui entre en jeu, mais c'est tout le contexte aussi dans lequel on se retrouve. Et le fait que peut-être aussi, il y a des thématiques justement qui peuvent nous intéresser plus que d'autres. Puis je pense surtout à, tu sais, je sais pas, à la sensibilité peut-être des femmes de reconnaître peut-être plus l'impact de la pauvreté, de l'impact de certains facteurs sur la santé, des choses comme ça, qui revient toujours, bien sûr, on est dans la thématique du vieillissement, mais qui sont pas toujours vues de façon favorable non plus ou à notre avantage. Ça me fait penser un peu à ça, surtout après d'avoir écouté Pierrette et Sylvie, puis avec mes petites notes d'idées que j'avais faites, là, je pense à ça. Puis je pense, on est dans un tournant aussi au niveau, surtout carrière universitaire. Moi, j'étais de l'époque où il y avait des postes de professeurs, il y avait de l'ouverture, puis c'est pas toujours le cas présentement. Je vois beaucoup de mes jeunes qui terminent, je les appelle mes jeunes, là, pardonnez-moi, là. Mais je vois beaucoup de jeunes femmes très bien instruites, très capables, beaucoup de potentiel, qui n'arrivent pas à trouver la carrière académique qu'ils voudraient tellement. C'est vrai qu'il y a d'autres options qui se présentent, mais je trouve ça un peu... Puis je sais pas jusqu'à quel point c'est un phénomène féminin ou pas, là, mais c'est vraiment quelque chose. On est, je pense, dans un endroit très, je sais pas si c'est une tournure ou qu'est-ce qu'on est en train de vivre, mais je vois que c'est difficile pour les jeunes. Ouais. En général. Oui, oui, certain. Oui, donc dans le fond, comme le vieillissement est beaucoup impliqué dans la santé, il y a peut-être plus de femmes qui y sont présentes, mais ça rajoute en fait toutes les différentes identités que les femmes cumulent, que ce soit la langue dans un milieu, la langue française dans un milieu anglophone ou tous les autres types de diversité, ça rajoute dans le fond aux difficultés. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, je ne sais pas s'il y avait eu des questions dans le chat, sinon je vous demanderais, en termes de mentor, vous avez dit que il n'y avait pas eu de figure vraiment de mentor, mais sinon, en termes d'alliés, est-ce que vous avez eu des alliés sur le terrain, que ce soit des collègues ou des gens d'autres domaines, peut-être? Certainement. Ben, je peux commencer la discussion, mais je dirais que même avec un manquement de mentors peut-être féminins ou de femmes, si je peux dire, oui, certainement. Puis je pense qu'on ne peut pas faire de recherche sans voir d'alliés, puis sans voir... il faut s'entourer de gens qui vont nous soutenir là-dedans, qui vont... puis, je fais souvent le parallèle avec le jeu du golf, si vous me permettez. Alors, quand j'ai commencé à jouer au golf, j'ai des collègues, des amis, je devrais dire, qui m'ont dit pour réussir au jeu du golf, il faut s'entourer de joueurs qui sont meilleurs que toi. Parce que quand tu t'entoures de gens qui jouent mieux que toi, tu vas améliorer ton jeu. Mais si tu joues avec des gens où c'est toi la meilleure, ben, tu ne vas pas être poussé à faire mieux. Tu vas penser que tu es bonne parce qu'eux autres, ils ne peuvent pas jouer. Ben, je pense souvent à cette analogie-là dans notre monde de recherche un peu, et que ça soit recherche, que ça soit enseignement, que ça soit peu importe, mais notre monde académique qui est très compétitif quand même. Puis, je pense que c'est ça. Il faut s'entourer de gens qui nous inspirent aussi, qui vont nous permettre d'être le meilleur de nous, mais que quand on fait des erreurs, c'est pas la fin du monde, là. On se reprend et on continue. Mais cet entourage-là, oui, certainement, il faut se trouver notre équipe, il faut se trouver des gens qui vont de proche et de loin nous soutenir. Ça, c'est sûr et certain, c'est essentiel. Compétent et bienveillant. Oui. Moi, peut-être dire que au niveau c'est sûr que j'ai été beaucoup entourée de collègues
Tu disais tantôt, qu'est-ce que c'est que d'avoir une carrière internationale? Ça, c'est ce qui est fabuleux d'être chercheur, c'est qu'on se fait des amis partout dans le monde. On les voit pas souvent, mais quand on les voit, c'est comme si on les avait vus hier. Et comme ils font exactement le type de travail qu'on fait, on parle profondément tout de suite. On est tout de suite très, très excités autour de la recherche. Donc ça, c'est fabuleux. C'est un beau... Ça, c'est vraiment un bénéfice secondaire de la recherche. Et moi, j'ai trouvé aussi que j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui était aussi comme un facilitateur. Et ça, c'est important. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend ce que je fais, avec qui je peux parler un peu de mes enjeux. Et ça aide beaucoup en recherche parce qu'en recherche, on est très, très... pour la famille, c'est pas évident. Donc, il faut avoir un conjoint qui comprenne ça puis qui soit bienveillant, pas utiliser ton terme, mais et qui puisse aussi comprendre ce qui est les réalités de ce que c'est qu'être un chercheur. Ça aide beaucoup, beaucoup. Moi, le point que j'aimerais soulever peut-être, c'est que le tournant que la recherche a prise il y a déjà un certain nombre d'années où moi, quand j'étais étudiante, les professeurs qui étaient au département de pharmacologie à l'Université de Sherbrooke, ils faisaient leur demande de renouvellement de subventions, puis il fallait vraiment être poche pour ne pas avoir un renouvellement de subvention. Donc, ce n'était pas une préoccupation. Donc, chacun travaillait dans sa petite thématique de recherche et puis on collaborait des fois, mais c'était pas quelque chose nécessairement obligatoire. On pouvait très bien faire sa carrière comme ça, son petit bonhomme de chemin. Et à un moment donné, ça n'a plus été possible de faire ça. Et pour faire des grands projets, bien, il a fallu apprendre à travailler en équipe, qui plus est en équipe pluridisciplinaire, puis aussi intersectorielle. Alors, de la cellule à la société, là, c'est pas une fantaisie, c'est vraiment un concept important, puis tout particulièrement en vieillissement, où on a besoin de tous ces agencements de compétences disciplinaires pour arriver à comprendre des grandes questions complexes que sont les différentes formes de vieillissement. Alors, donc, il y a eu vraiment un point charnière où on n'a plus été capable de faire de la recherche si on était en solo. Alors, si vous regardez les demandes de subventions qui sont accordées au niveau des instituts de recherche en santé du Canada, ben moi, j'en vois pas où on a un chercheur seul et qui réussit à obtenir. Alors, c'est souvent des grandes équipes, pas toujours, ça peut être des équipes de quelques personnes, mais pour des grands projets structurants, c'est toujours des très grandes équipes. Et puis, je pense il faut avoir cette vision-là en tête maintenant quand on est près d'entamer une carrière de recherche dans le domaine du vieillissement particulièrement. Il faut vraiment se construire un groupe d'alliés, on doit se construire un réseau de contacts qui vont nous aider tout au long de notre carrière. Puis, à un moment donné, c'est eux qui nous aident, puis l'inverse est vrai aussi. Alors, mais il faut être capable de développer cette habileté-là assez tôt dans la formation maintenant. Merci. On a aussi une question dans le chat qui vient de France Jodoin qui demande donc, quels sont les domaines de recherche à surveiller au cours des prochaines années? Donc, peut-être Gaudreau parler un peu aussi de la collaboration qui faut commencer à se faire. Donc, la collaboration augmente, mais est-ce qu'il y a vraiment peut-être des différents domaines de recherche, des nouvelles voies que la gérontologie ou la recherche en vieillissement prend? Ah ben, en tout cas,
de plus en plus, l'intelligence artificielle est mise au service de projets de recherche qui débouchent sur un bien-être tangible pour la population âgée. Alors, je pense que l'intelligence artificielle, même si on en entend parler de tout bord, de tout côté, là, on a l'impression qu'il y a juste ça, c'est le nouveau, la nouvelle vague en recherche, mais c'est quand même un atout important. Et puis, il y a beaucoup de recherches appliquées au vieillissement qui se fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit des algorithmes de décision, que ce soit des maisons intelligentes, des vêtements intelligents, tout ça. Alors, il y a beaucoup qui se développe dans ce domaine-là. Donc, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir une formation, quand c'est possible, au moins bidisciplinaire. Un autre champ qui se développe beaucoup et qui est plus du niveau moléculaire, c'est tout le contexte épigénétique, donc qui permet la régulation des gènes de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et ça, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut regarder ça du point de vue moléculaire, mais on peut regarder aussi les aspects sociaux ou les modes de vie, quels sont leurs impacts sur la régulation épigénétique. Alors, il y a des beaux liens, des beaux projets à développer dans ce sens-là. Moi, si je peux me permettre, moi, je dirais que, en tout cas, dans ma vision, ou ce qui m'intéresse, je pense que la recherche-action, la recherche participative, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser et qui est vraiment de la recherche où le chercheur va sortir de sa tour d'ivoire et travailler avec les personnes qui vont utiliser la science, et c'est tout un défi. Mais c'est extrêmement intéressant parce que quand tu parles aux chercheurs, ce qu'ils veulent, c'est faire une différence. Mais ce qu'ils réalisent quand ils ont mon âge, c'est que les découvertes qu'on a faites qui ont vraiment eu un impact dans la vraie vie sont, peut-être c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais elles pourraient être beaucoup plus importantes. Et je pense qu'un des problèmes, c'est que le chercheur est trop déconnecté de son objet, ou en tout cas trop déconnecté des utilisateurs de la science, et que toute cette approche où on va intégrer les utilisateurs, où on va faire réfléchir à comment on va transférer les résultats, où on travaille avec les utilisateurs même pour mettre en place les projets de recherche, question de Living Lab, etc. Moi, je pense que ça va avoir un impact majeur aussi. En plus, ça va faire en sorte que les personnes, les gens ordinaires vont devenir ils vont avoir une meilleure littératie scientifique, donc ils vont être capables de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une taille d'effet, qu'est-ce que ça veut dire un groupe placebo dans une intervention. Tu sais, tout ça, c'est extrêmement important si tu veux être vraiment connecté avec le monde scientifique moderne. Donc, je pense que c'est vraiment un thème important et d'avenir. Complémentaire à ce que Pierrette mentionne. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui a déjà été dit, puis la recherche en partenariat, puis les partenariats étant les aînés avec qui on fait la recherche pour ou avec, c'est tellement important, puis c'est certainement, je dirais, la nouvelle vague, mais peut-être pas si nouveau que ça, mais ça va certainement se poursuivre. Je dirais aussi au niveau de principaux domaines de recherche ou d'avenir, l'impact de l'environnement aussi, ça c'est encore une fois, c'est avec la recherche plutôt que moi je fais, mais on voit l'impact un peu quand on a des épisodes de verglas ou des choses très environnementales, puis l'impact que ça peut avoir justement sur nos communautés, sur les personnes âgées, ça c'est un peu des choses qu'on n'a pas beaucoup
regarder nécessairement, puis que j'entends un peu plus être discuté. L'agisme, ce sont des thématiques très, très d'actualité présentement, mais certainement la vague de technologie, que ça soit, peu importe comment on veut la nommer et quel élément spécifique à l'intérieur de la technologie, mais moi, je le vois certainement dans le secteur du maintien à domicile. On tente de développer des technologies pour toutes sortes de choses, pour garder nos aînés à domicile le plus longtemps et de retarder ou de prévenir des admissions en foyer de soins. Ouais. Amélie, je vais te passer la parole si on peut passer au troisième. Mais Lynn, je vois ta question, mais je pense qu'on va peut-être y toucher dans la prochaine thématique. Donc, si on n'y touche pas, on y revient. Et Amélie, je te passe à toi. Oui, merci. Donc, effectivement, on risque de toucher à ces thématiques-là. Donc, j'en profite pour remercier nos trois panélistes jusqu'à présent. C'est notre dernier tour de table. Donc, vous avez vraiment des visions et des passions qui sont comme palpables. Donc, on est bien, bien chanceuse de vous avoir, chanceuse et chanceux de vous avoir aujourd'hui. Donc, notre dernier tour de table, en fait, il va porter plus sur la relève. Puis, en fait, on aimerait ça aussi avoir vos conseils pour mieux s'épanouir comme futurs chercheurs et chercheuses en recherche sur le vieillissement. Donc, vous avez déjà mentionné plusieurs défis, en fait, entre autres en ce qui concerne le fait que pour avoir une carrière académique, la compétition maintenant, elle est très, très, très forte. Donc, il n'y a pas beaucoup d'élus. Beaucoup de gens veulent faire une carrière académique, et tant chez les hommes que chez les femmes, en fait, il n'y a pas beaucoup d'élus. Je pense qu'on parle de moins de 10% des gens qui ont un doctorat qui réussissent à obtenir un poste comme professeur, là. Donc, c'est vraiment très, très compétitif. Quand vos témoignages au début, vous me disiez « Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce job-là », je ne suis pas sûre qu'aucune d'entre nous, comme doctorante ou comme post-doctorante, c'est quelque chose qu'on va pouvoir dire éventuellement. Si on a un poste de professeur, on va juste faire comme « Yes !» Donc, c'est très, très compétitif maintenant. Puis en fait, ce que j'aimerais entendre de votre part, c'est en fait, il y a deux aspects par rapport à la relève. J'aimerais ça que vous développiez un peu sur comment est-ce que vous faites pour vous assurer au sein de votre équipe à vous que les étudiantes puis vos collaborateurs aussi aient du succès puis que vos projets soient pérennes, dans le fond. Puis aussi, quel genre de conseils est-ce que vous donneriez à des futurs chercheurs dans le domaine du vieillissement? Donc, je vais donner la parole à Dr. Gaudreault pour commencer. En termes de conseils, je pense qu'on ne pourra jamais dire assez que ça prend, quand on commence comme jeune chercheur, chercheuse, ça prend un comité de mentorat pour nous entourer. Et maintenant, c'est un mode de fonctionnement qui est adopté par à peu près toutes les universités canadiennes. Alors, donc, il faut, et si dans l'environnement où vous allez, il n'y a pas de comité de mentorat structuré, créez-vous-en un à même le bassin de chercheurs ou de professeurs du département auquel vous allez appartenir. Alors, ça, c'est important. Ce qui est important aussi, la première, et c'est important toute notre vie, quand vous faites une demande de subvention, premièrement, il faut s'y prendre longtemps d'avance. Longtemps, estimez ce que ça veut dire pour vous longtemps, multiplié par 2,5 fois, puis ça va être à peu près le temps que ça va vous prendre pour bien réussir dans les temps voulus. Donc, souvent, quand on est jeune chercheur, on réalise pas tout à fait ça encore. Là, une demande de subvention, c'est pas la même chose qu'une demande de bourse et ça demande beaucoup, beaucoup plus de préparation. Et ce n'est pas seulement la préparation scientifique, c'est aussi la préparation au niveau de l'installation de votre laboratoire, les
les accréditations que vous allez chercher dans des départements complémentaires, etc., vous rencontrez avec le doyen et tout. Alors, c'est le directeur du centre de recherche, si c'est le cas. Alors, donc, toutes ces choses-là, ça prend du temps et habituellement, c'est un processus qui dure au moins 1 an. Donc, il faut la dernière année du dernier degré dont on a besoin pour devenir nouvelle ou nouveau chercheur dans une université, il faut déjà penser à tout ça. Regarder les différents programmes de financement tant au niveau salarial qu'au niveau du financement de la recherche. Un autre conseil, c'est effectivement de développer votre réseau de collaborateurs avec le petit drapeau rouge clair, de ne pas accepter trop de collaboration, ce qui ferait en sorte que vous allez diluer votre projet principal. Ça va se réaliser moins rapidement que ce qui était prévu. Puis, de façon générale, un projet de recherche, ça prend tout le temps plus de temps que ce qu'on avait prévu. On a quelquefois certaines vallées de la mort où ça avance pas vraiment comme on veut. Alors, donc, faut se prémunir contre ça. Un dernier conseil que je donnerais, c'est quand vous entamez des collaborations, tout de suite, mettez sur papier comment ça va se passer si vous avez un article ensemble pour que votre contribution soit reconnue à sa juste valeur et que ce qui avait été promis au départ par le collaborateur ou la collaboratrice fonde comme neige au soleil et que vous vous retrouviez dans le milieu alors que vous de la liste d'auteurs alors que vous avez fait une grande partie du travail. Alors donc, les gens autour sont de bonne foi, mais des fois, l'occasion fait le larron et puis les idées changent. Alors, donc, soyez attentifs à ces choses-là pour ne pas être déçus. Puis, habituellement, quand c'est clair au départ qui fait quoi et on s'attend à quoi comme rendu, puis qui va faire telle figure ou telle partie de l'écriture et tout ça. Et une fois que ça, c'est bien cadré, habituellement, la collaboration est beaucoup plus intéressante aussi parce que vous êtes dans un espace d'ouverture envers vos collaborateurs et non d'une certaine méfiance. Mais il arrive quelquefois qu'il y ait des collaborations qui tournent à rien et ça fait partie des enjeux aussi, comme ne pas nécessairement avoir sa subvention du premier tour. Je dirais qu'actuellement, je viens de terminer comme évaluatrice d'un comité aux IRSC. Je dirais qu'en moyenne, les demandes que j'ai vues, ça faisait 3 et 4 fois qu'elles étaient resoumises. Donc, il faut, en bon québécois, je dirais, faut vous habituer à avoir la couenne dure pour être capable d'être persévérant, puis d'autre part, ça finit toujours par fonctionner. Alors ça, parole de chercheurs, de chercheuses matures, et quand on a de l'acharnement, qu'on travaille fort et qu'on est persévérant, ça finit toujours par fonctionner. Puis, il ne faut pas prendre des petits échecs qui arrivent comme des
des échecs personnels, surtout pas. Alors, il y a plein de collègues qui sont dans la même situation que vous. Il faut être capable de se relever, puis de demander de l'aide aussi des fois. Alors, vous allez avoir des collègues qui vont être des bons évaluateurs de différentes situations que vous vivez. Et donc, il ne faut pas se gêner pour demander de l'aide ou de la collaboration. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole maintenant à Dr. Belleville. Oui, premier conseil, c'est un conseil que j'ai dit, que je me suis appliqué, puis que j'ai dit à tous mes étudiants, il faut être monsieur ou madame quelque chose en recherche. Il faut avoir une couleur, il faut avoir quelque chose qui nous caractérise. Par exemple, moi, j'avais dit à mon étudiant Louis Bérère, il faut que tu sois monsieur activité physique et cognition. Puis il l'a été, puis il l'est, puis c'est ça qui le caractérise, puis il est connu. Puis il faut qu'on soit identifié dans notre thématique. Et ça, c'est extrêmement important. Puis il faut être différent des autres. Il faut avoir une plus-value. Donc, si par exemple, vous allez faire un postdoc, le postdoc, il faut qu'il vous amène quelque chose qui vous distingue de votre directeur, qui vous distingue de quelqu'un qui est proche de vous. Même au Québec, il faut que vous ayez quelque chose un peu particulier. Alors, réfléchissez aussi dans votre choix de carrière à ce que vous voulez être, puis qu'est-ce que vous allez amener qui soit intéressant, parce que quand tu veux un poste, après, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va te le donner à toi, puis pas à l'autre, parce que tu as quelque chose qui est un peu recherché. Et donc, réfléchissez en termes aussi de plus-value, puis d'originalité par rapport à votre formation. Bon, plusieurs choses que Pierrette a dit qui sont vraiment tout à fait vraies, mais je vais les redire peut-être dans mes mots. Moi, je crois beaucoup au principe 80-20, là, le fameux principe qui fait que tu as 80% du résultat avec 20% des efforts, là. Puis ça, c'est juste, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a beaucoup de sueur dans la recherche, là, mais il reste que des fois, je réalise que certaines personnes ont du mal à s'arrêter. Puis, à un moment donné, le perfectionnisme, ça fait rendre fou. Puis, il y a un moment donné où il faut que tu prennes une certaine distance sur tes affaires, ou un certain recul, puis que tu te dises, OK, j'arrête, là, j'ai fait pas mal, puis c'est bien. Puis là, tous les heures que je vais mettre à ça, ça va juste faire ça d'amélioration. Puis ça m'empêche d'écrire le papier ou de faire une bonne conf. Donc, il y a une gestion de nos priorités, de notre temps en recherche qui est extrêmement importante. Il faut apprendre, ça s'apprend ça. Mais il faut avoir de la métacognition, il faut se remettre en question. Est-ce que je mets les priorités ou est-ce qu'elles sont? En recherche, c'est bien d'être hyperactif, là. On n'est pas tous hyperactifs, mais les gens hyperactifs, c'est sûr qu'on lance des lignes, puis des fois, souvent, ça ne marche pas. Pierrette disait pour les collaborations, moi, le nombre de lignes, puis de collaborations, puis de gens que j'ai rencontrés, puis oui, c'est vrai, ça ne marche pas tout le temps, puis c'est correct, c'est normal, c'est ça. On lance énormément de lignes. On est hyperactif, mais c'est ça la science. C'est par exemple les données qui ne marchent pas. Le nombre de papiers que j'ai, moi, là, je ne regarde plus parce que ça me déprime. Là. Le nombre de données que je n'ai pas publiées parce que finalement, ce n'était pas bon. Puis, publiez-les pas. C'est pas bon, publiez-les pas. On a assez de publications à lire. Il faut les oublier. C'est plate, on ne veut pas, on y a travaillé, on les aime. Tu sais, des fois, c'est comme quand on écrit un papier, là, le paragraphe qu'on a écrit, là, on l'aime tellement, puis notre directeur, il biffe ça, puis là, ça fait mal. Mais oui, c'est ça. C'est pareil pour les données. Vous allez en avoir plein de données que vous ne publierez pas. C'est correct. Bon, c'est la vie. Mais publier, c'est essentiel. Si vous ne publiez pas, vous n'y arriverez pas. Il n'y a pas de recherche finie tant qu'il n'y a pas de publication. Elle n'est pas finie, votre recherche. La fin d'une recherche, c'est la publication. Ou en tout cas, si les données ne sont pas publiables, on comprend. Mais il faut vraiment, ça, si vous voulez être prof, chercheur, scientifique, il faut vraiment publier. Même si c'est dur. Fait qu'il faut se forcer, il faut forcer à écrire, puis c'est ça. Puis, il faut être généreux. Il faut être vraiment généreux. Les gens que je connais qui
qui avait une approche très, moi, ma petite recherche, mon petit affaire, ça vient un peu avec ce que Pierrette disait, là. Tu sais, mon petit bidule. Mais ce n'est pas des gens qui ont des grandes œuvres. Tu sais, il faut vraiment, à un moment donné, il faut comme ça sortir de notre petit train-train, puis se mettre un peu en péril. Puis il ne faut pas s'éparpiller, mais il faut être généreux. Puis il faut dire oui. Il faut être un peu yes woman au début, parce que si tu es trop no woman, là, tu vas être vite hors de la carte. Là. Le monde, ils ont besoin que tu sois la personne. Là. Fait qu'il faut être un petit peu, pas trop. Ça, c'est une belle balance, là, puis les mentors vont t'aider. Mais il ne faut pas trop être... bon. Puis, ah oui, les échecs. Moi, je vais vous donner une expérience personnelle. La première fois, je pense que j'ai postulé au chercheur boursier. J'étais clinicienne en plus, une pauvre clinicienne. Alors, je me suis fait dire par un gentil reviewer, cette personne n'a pas le dossier pour être chercheur, elle ne l'aura jamais. Et moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, comment elle ne l'aura jamais? Ben, mon gars, je vais te prouver que je vais l'avoir. Puis, garde là où je suis, je l'ai prouvé. Puis, les échecs, c'est ça. Tu sais, vraiment, on a des échecs sans arrêt quand on est en sciences. On envoie des subventions qui sont refusées, puis des articles. Puis, il ne faut vraiment pas voir ça comme personnel, puis il faut prendre ça comme... Mais moi, je prends toujours les commentaires. Quelqu'un me fait un commentaire, je me dis, j'ai mal vendu mon affaire. Il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas bien tourné. Et je le reprends tout le temps pour m'améliorer. Pour moi, un échec, c'est une façon de s'améliorer. Fait que, n'ayez pas peur d'être ambitieux non plus. N'ayez pas peur d'être... Surtout ça, c'est pour les femmes. Pas avoir peur d'être ambitieuse. Ah, je suis directrice d'un centre de recherche, je ne suis pas à la hauteur d'un tel, un tel. Non, non, tu seras à la hauteur de ce que tu es. Puis ça va être toi, ça va être ton style. Puis c'est ça qui est bien. Puis ton style n'est pas le style du gars avant, mais c'est ton style. Fait que moi, je pense qu'il faut vraiment, c'est ça, ne pas avoir peur d'être ambitieuse. Voilà. Parfait, très bien. C'est très inspirant. Je vais maintenant passer la parole à la professeure Dupuis-Blanchard. Merci. Ben là, je pense que Pierrette et Sylvie m'ont tellement motivée. Demain, je vais continuer à écrire mon article. Je vais... Les bons conseils, en tout cas, même comme chercheur avec expérience et tout le kit, je dois vous dire, si j'aurais pu avoir des conseils comme ça en début de carrière, en tout cas, j'aurais été encore plus pleine d'énergie et plus motivée que je le suis. Mais en toute vérité, je dis toujours aux jeunes collègues avec qui commencent soit un poste de professeur ou que ce soit avec qui je travaille, il faut en quelques lignes pouvoir se vendre. Hein? C'est un peu pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est, soit qui nous intéresse, soit expliquer sur quoi on travaille présentement, qu'est-ce que c'est qu'on cherche. Surtout quand on est en début de carrière et qu'on cherche un peu à se retrouver et on a un peu soit des idées soit de domaines ou de thématiques qui nous intéressent, mais il faut pouvoir expliquer ça. Les gens ne vont pas nous donner un 5-10 minutes pour qu'on leur fasse un grand discours de... Tu sais, bon, on aime ça, là, parler de nous et de nos intérêts, là, c'est facile à faire, là. Mais les gens, tu sais, on va à des congrès, on rencontre plein de gens. C'est l'endroit idéal pour faire du networking, pour se faire connaître. Mais il faut que ça passe. Hein? Il faut avoir là, quelque chose qui permet d'expliquer aux autres c'est quoi qui nous intéresse, pourquoi ils ne devraient pas nous oublier, mais aussi qu'est-ce qui nous distingue. Puis, c'est pas facile à faire. Hein? Ça prend de la pratique. Puis, mais je pense que c'est idéal. C'est idéal, puis c'est nécessaire. Puis, il faut se vendre. C'est un peu comme si on serait, je ne sais pas, sur la place, puis on voudrait vendre un produit. Mais là, on est en train de vendre, c'est quoi
qui nous intéresse? C'est quoi qu'on veut faire comme chercheur? Puis, un peu, j'aime ce que Sylvie disait au niveau de, tu sais, il ne faut pas avoir peur de s'avancer. Puis ça, j'ai toujours cru là-dedans. Mes parents m'ont même toujours dit, Suzanne, il faut que tu fonces. Hein? Peu importe qu'est-ce que c'est que tu veux faire, il ne faut pas que tu craignes d'avancer. Puis comme chercheur, puis comme au niveau universitaire ou peu importe le domaine, il faut pouvoir s'avancer. Les gens, là, ils aiment ça pouvoir suivre un leader jusqu'à un certain point. Il ne faut pas être arrogant, puis il ne faut pas penser qu'on est plus que les autres, etc. Mais il faut être capable de jouer un peu cet équilibre-là d'être leader, mais aussi de suivre ceux ou celles qu'on veut suivre aussi. Alors, pour moi, je dis toujours, c'est le fun d'avoir des projets en vue ou une planification d'avenir où on est la chercheur principale, mais aussi être co-chercheur pour qu'on puisse apprendre des autres, de comment ils s'organisent, de comment les chercheurs plus seniors, comment ils peuvent s'organiser, comment, tu sais, on apprend de ça, mais aussi, on a besoin de notre place aussi pour grandir. Puis les collaborations, mettez-en, là, ils ne sont pas toujours un succès. Hein. Souvent, on entend juste parler du positif. Hein? Il n'y a personne qui s'en va à des congrès et qui dit « Oh, Moses, moi, là, j'ai eu cette collaboration-là, où on a fait ce projet-là, puis un peu comme Sylvie dit, là, les deniers, là, ouf, on ne va rien faire avec ça. » Et on ne parle pas de ça. Puis j'adore qu'on est franc comme ça à soir parce qu'on a besoin de l'entendre. On a tous ces articles-là qu'on a peut-être essayé d'écrire, mais qu'on a réalisé que les données n'étaient pas bonnes, puis qu'il n'y a personne qui allait lire ou que ça ne valait pas l'énergie non plus de l'écrire ou de... Il faut se le rappeler de ça, mais il faut apprendre de ces moments-là. Puis je pense aussi l'autant qu'on peut apprendre de ces moments-là, ce n'est jamais perdu. C'est jamais du temps perdu, c'est jamais une expérience perdue, aussi longtemps qu'on peut en grandir et apprendre de ça. Et je dirais, la publication, c'est probablement qu'est-ce qui va marquer votre carrière. Aussi excitant, ça peut être aussi plate, ça dépend comment on approche ça, mais c'est qu'est-ce qui nous distingue et c'est comment on se fait connaître par les autres. Hein? Comment les autres chercheurs vont nous connaître, vont nous reconnaître avec le travail que l'on fait. Souvent, c'est par la publication et c'est sûr, ça crée une réputation, ça crée un mouvement, mais il ne faut vraiment pas ignorer l'importance de ça. Ma directrice de thèse au doctorat m'avait toujours dit on devrait essayer de publier tout ce qu'on présente en congrès. Puis, je dois vous dire, ça, c'est pas évident. Parce que des congrès, hein, il en passe. Et des fois, il y a des congrès où on va présenter 3, 4 différents projets, différents résultats, etc., etc. Puis, j'ai toujours ça en tête parce qu'à un moment donné, on a des choix à faire. On a du temps qu'il faut prioriser, etc. Et je pense que c'est, encore une fois, c'est un équilibre qu'on doit se rappeler. Puis qu'en bout de ligne, oui, c'est sûr que la présentation, elle est importante. Ça fait connaître nos projets à beaucoup de gens, mais il faut aussi certainement garder ce temps-là pour la publication. La persévérance, oui, mettez-en. En tout cas, puis, je vais vraiment avec ce que Pierrette et Sylvie disent. Je supporte ça à 100%. Très bien. Je pense que c'était très galvanisant de vous écouter toutes les trois. En fait, je trouve ça très intéressant parce que les trois, chacun de votre façon, vous avez abordé des thématiques qui se rejoignent vraiment beaucoup, mais chacune à votre manière. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Je vois que ça a comme descendu un peu. On a une question de Karine qui demande si c'est possible d'élaborer davantage sur le comité sur c'est quoi un comité de mentorat. Donc, je pense que c'est Dr. Gaudreau qui avait parlé d'un peu plus du comité de mentorat, surtout en commençant un nouvel emploi. Donc, je peux vous passer la parole, Dr. Gaudreau. D'accord. Alors, un comité de mentorat, habituellement, ça va être 3 chercheurs de votre institution, soit de votre département d'affiliation primaire ou de votre centre de recherche qui vont
suivre votre évolution, qui vont, dans les premières années, qui vont vous conseiller, qui vont surtout au niveau des aspects scientifiques, alors et qui vont relire votre première demande de support salarial, qui vont relire vos premières demandes de subvention. Alors, et c'est un comité qui va vous accompagner à peu près là, les 3 ou 4 premières années de votre carrière en recherche. Juste pour préciser, quand vous parlez du comité de mentorat, c'est vraiment pour quelqu'un qui viendrait d'obtenir un poste de professeur, là, c'est ce que vous... En fait, un poste de professeur, il y en a plusieurs sortes. Et puis, de nos jours, souvent, on commence comme avec un poste de professeur sous octroi. C'est-à-dire que notre salaire va être financé, ça peut être à part égale par la faculté d'appartenance et son département ou la faculté d'appartenance et le centre de recherche dans lequel on évolue. J'ai perdu mon idée pour finir ma phrase. Ramenez-moi. Des postes sous octroi, maintenant, c'est souvent la norme dans les universités. Alors, maintenant, un poste de professeur, alors là, donc, il faut distinguer poste de professeur sous octroi. Et après ça, idéalement, on va être évalué pour des promotions. Professeur adjoint, agrégé, titulaire, mais on peut rester dans la filière sous octroi jusqu'à la fin du cycle, ou on peut aussi avoir la possibilité là, d'avoir un poste de professeur avec permanence. Alors ça, c'est toutes des nuances là, sur lesquelles il faut poser des questions quand vous êtes recruté dans un département ou un centre de recherche pour voir quel genre de conditions vous avez, puis quelles sont les possibilités pour devenir professeur régulier faisant partie du corps professoral, c'est-à-dire dont le salaire va être payé par l'université en tant que telle. Alors, mais de plus en plus, les centres de recherche, par exemple, ou les départements qui sont plus les départements cliniques, mais qui engagent des chercheurs en recherche fondamentale vont avoir une catégorie professeur sous octroi. Et ça veut dire que tant que vous rapportez des fonds, puis votre salaire, vous êtes bienvenu à l'université, puis si à un moment donné ça cesse, ben vous êtes moins la saveur du jour. Dans plusieurs universités, il y a quand même des syndicats de professeurs et chercheurs qui fait en sorte qu'on essaie tout le temps d'améliorer les conditions pour les professeurs sous octroi pour qu'ils aient quand même une espèce de filet pour pas que du jour au lendemain, on se fasse dire que notre affectation est terminée. Alors, donc, comme quelques années de salaire en fonction du nombre d'années d'expérience comme professeur. Alors, donc, la morale de cette histoire, c'est renseignez-vous très, très bien pour voir quelles sont vos conditions, dans vos conditions d'embauche, quel titre vous allez avoir, puis quelle possibilité d'intégration au corps professoral vous allez avoir. Parfait, merci beaucoup. En fait, c'était plus par rapport au mentorat. En fait, je me questionnais parce que, en fait, il y a beaucoup des personnes peut-être qui assistent aujourd'hui qui sont peut-être plus étudiantes, doctorantes ou post-doctorantes. Puis, en fait, je me questionnais si le mentorat, c'était quelque chose de pertinent à ce moment-là aussi, ou si c'était quelque chose à considérer peut-être plus tard? En fait, le mentorat, on en a besoin, je dirais,
d'une certaine façon toute notre carrière. Alors, quand Oui. on est avancé dans la carrière, ben, c'est plus on va chercher l'expertise de nos collègues pour s'épanouir, aller vers d'autres thématiques de recherche qui sortent un peu de notre zone de confort. Mais c'est sûr que, bon, dans plusieurs universités, même à la maîtrise, au doctorat, il y a des comités de mentorat aussi, alors que vous devez rencontrer une fois par année ou quelque chose du genre. Donc, de l'accompagnement comme ça, ça peut commencer très tôt, là. Et puis, bon, ben, dans votre milieu de formation, si ce genre de structure-là n'existe pas, ben, vous pouvez toujours en discuter avec votre directeur de recherche, puis demander, voir si ce ne serait pas possible d'avoir comme une espèce de petit comité ad hoc, là, sans vouloir froisser votre directeur ou directrice, mais c'est presque la norme partout maintenant, là, d'avoir un comité de mentorat. Il y a, au niveau du postdoctorat, ben là, c'est une expérience unique, alors qui est différente et habituellement, il n'y a pas nécessairement de comité de mentorat, mais je pense que c'est un comité de pairs qui est facilitateur. Donc, la chose la plus importante, c'est vraiment de vous intégrer dans le milieu de votre stage postdoctoral avec les autres postdocs qui viennent de différents endroits à travers le monde, souvent, pour vraiment développer des collaborations avec eux et souvent apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles sphères de recherche, etc. Donc, c'est un moment privilégié dans la vie d'un chercheur, le stage postdoctoral. Alors, vous avez toutes les connaissances sans les responsabilités d'un chercheur encore. Fait qu'il faut en profiter à plein. Alors, donc, pour avoir des publications en collaboration, mais pas négliger les publications comme premier auteur aussi, parce que c'est ça qui va faire la différence si vous avez une bourse et vos subventions. Mais donc, et après ça, comme jeune chercheur, ben, c'est important, le comité de mentorat. Donc, il faut vraiment songer à ça dans votre nouveau milieu de travail et de recherche. D'accord, merci. Je vois le temps qui file. Je vois qu'il est déjà 6h35. Donc, je ne sais pas si on veut tout de suite passer aux questions du public. Est-ce qu'on en a? Est-ce que... Oui? OK, d'accord. Donc, je vais laisser... Je vais aussi vous laisser... S'il y a quelqu'un qui préférait enlever son microphone de mute et à ce point-ci, demander une question à voix haute, vous êtes la bienvenue de le faire aussi. Peut-être juste lever la main ou envoyer un message dans le chat avant, comme ça on n'est pas trop quatre à se parler un par-dessus l'autre. Sinon, le chat est encore ouvert. Mais je peux commencer. Moi, j'ai une question. En tant que femme aussi, docteur Dupuis-Blanchard, vous en avez parlé un peu plus tôt dans la discussion. Comment on peut faire vraiment, ou si vous avez des conseils pour balancer tous les différents rôles qu'on porte aussi comme femme, surtout au début de la carrière, donc peut-être devenir mère, commencer une carrière dans le monde de la recherche, de la famille, donc tous ces différents rôles qu'on porte comme femme. Une grosse question. Une question importante aussi. Juste quelques idées pour peut-être commencer la discussion, mais de qu'est-ce que j'observe, je pense que c'est un peu différent pour chaque
personnes aussi. J'ai des collègues qui ont été en congé maternité pour une année, mais qui ont passé leur année avec leur jeune bébé quand même à écrire ou à faire des demandes de subventions, des choses comme ça. Alors que j'ai d'autres collègues pour eux qui ont pris complètement leur année de congé, et pour d'autres qui ont mis la planification de la famille un peu sur hold, là, sur côté, et ont concentré sur leur carrière au tout début pour la faire partir, et ensuite qui ont passé justement à d'autres rôles. Je pense que c'est l'important, je pense, c'est d'y penser. Je veux dire, on peut planifier tout ce qu'on veut, peut-être, parfois ça se passe pas comme ça non plus, mais je pense qu'il faut y penser de façon consciente. Il faut, ça se planifie une carrière aussi, hein, puis ça se planifie d'être parent ou quelque chose jusqu'à un certain point. Je veux dire, j'ai pas de grands conseils super spécifiques à ça, sauf que je pense que c'est ça. Il faut un peu prévoir qu'est-ce que c'est que l'on préfère ou qu'on veut faire, qu'est-ce que notre partenaire désire aussi, puis j'ai des collègues qui ont attendu qui, après ça, il était trop tard. Alors, il y a plein de facteurs là-dedans, ça devient très complexe, mais c'est notre réalité. Puis il faut dire que moi aussi, je suis en train de réviser présentement des demandes de subventions auprès des IRSC. Puis je te dis, il y a des espaces dans les CV qui nous permettent de dire qu'on a eu une interruption de carrière. Puis c'est correct de le faire. Je veux dire, il faut... je veux dire, on est quand même humain, on a quand même, je veux dire, un droit d'être maman et de poursuivre des carrières quand même. Alors, je pense que, en tout cas, c'est un peu mes pensées comme ça, là. Je ne sais pas si Sylvie ou Pierrette... Ben, c'est pareil, hein. Je veux dire, moi c'est juste que faut comme admettre que tu ne peux pas tout faire parfaitement dans la vie. Puis moi, là, mon fils est grand, puis j'ai plus besoin de m'en occuper. Je vois la différence, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que quand il était petit, puis j'avais la garderie, puis les machins, puis c'est sûr que c'était plus exigeant, puis ça ralentit la carrière un peu. Mais c'est tellement formidable d'avoir un petit, c'est tellement formidable. Tu sais, je veux dire, on est multiples, on est complexe, on n'est pas juste un chercheur, alors il faut comme embrasser la vie complètement. Puis il faut admettre que tu ne seras pas parfait partout. Moi, je n'étais pas parfaite comme mère aussi non plus, hein. Fait que, puis c'est correct, puis ils sont contents parce qu'on est heureux, puis qu'on leur apporte autre chose. Fait que je pense que la clé, c'est de ne pas rechercher la perfection, puis d'être bienveillant vers soi-même. Ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, moi, je faisais pas des petits lunchs extraordinaires. Fait que, tu sais, ils mangeaient là-bas, à l'école, à la cafétéria. Tu sais, je n'étais pas une mère parfaite, mais j'étais bien. Je pense que j'étais correcte. Puis, et ça a un impact sur ta carrière. Moi, je pense que c'est indubitable. Fait que ça, c'est comme ça. Maintenant, les papas s'occupent aussi, hein. Fait que ça aide. Parce qu'il y a des papas aussi qui ont un ralentissement dans leur carrière. De mon côté, je dirais que effectivement, votre conjoint doit être votre allié. Et puis, donc, que ce soit pour... et c'est de plus en plus ce qui se passe. Alors, comme Sylvie le disait, bon, il y a beaucoup de garçons qui vont prendre un congé parental un certain temps, un certain nombre de mois, puis l'épouse va prendre un certain nombre de mois aussi. Alors, il y a toutes sortes de formules et puis il n'y en a pas une qui est plus intéressante que d'autres. Ça dépend de votre environnement. Tout simplement, ça dépend de vos capacités, ça dépend comment votre grossesse a été difficile. Il y a un paquet de facteurs. Un autre facteur qui peut être intéressant, c'est si vous avez le bonheur d'avoir
des grands-parents pas loin, ça, c'est très, très efficace pour prendre le relais une fois de temps à autre ou donc ça peut être d'autres personnes signifiantes que les grands-parents, mais pour que vous ayez un petit peu d'espace pour respirer, là, souvent avec des jeunes enfants, puis tout ce qui vient avec ça et la carrière débutante, ça fait beaucoup. Lorsque les deux conjoints ne sont pas au même niveau de stade de carrière, c'est un peu plus facile. Moi, c'est ce qui est arrivé. Moi, quand je faisais mon conjoint a toujours été comme une étape à l'avant par rapport à moi. Donc, quand moi, j'ai commencé à faire des demandes de subventions, puis tout ça, comme jeune chercheuse, lui était déjà plus avancé dans sa carrière, donc on pouvait quand même se comprendre mutuellement, là, parce que des fois, nos horaires ne correspondaient pas nécessairement. Donc, alors, c'est tout ce genre de choses-là, mais je pense que il n'y a pas de recette magique, là, c'est vraiment contextuel, puis ça dépend de vos capacités physiques et psychologiques, parce que des fois, après un accouchement, là, on n'est pas très bien, puis ça dure un peu plus longtemps que qu'est-ce qu'on avait pensé. Les déprimes postpartum, ça existe pour vrai, là, puis c'est sûr qu'il ne faut pas se culpabiliser non plus avec ça. Et comme Sylvie le disait, il y a un petit quelque chose qui traîne à quelque part, c'est pas grave. Pas grave. À un moment donné, il faut donner un petit coup de pied pour que ça aille en dessous du sofa, puis on gérera ça le week-end prochain. Alors, donc, c'est sûr là, qu'il faut aller à l'essentiel, au bien-être des enfants, à garder votre vie de couple fertile et épanouissante à travers tout ça, pas se perdre dans le travail non plus. Donc, c'est un jeu d'équilibre avec nos forces et nos faiblesses. Merci. Ça fait du bien de pouvoir en parler avec un panel de femmes aussi. Donc, c'est pas souvent qu'on a la chance de le faire. Donc, merci d'avoir pris la parole et de nous en avoir parlé aujourd'hui. Moi, je dirais aussi que le réseau des garderies au Québec, ça, c'était une bénédiction incroyable. Ça a changé. Moi, les gens au service de garde, là, puis à la garderie de mon fils, là, ces femmes ont été fabuleuses. Puis ça nous aide beaucoup, 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 parce qu'on a confiance. Quand on a confiance, en plus que c'est facile, tu as confiance. Merci. On a une dernière question, si on peut prendre le temps. C'est quand même assez actuel comme question. Donc, on a une question qui vient par rapport à la pandémie. Donc, comment la pandémie touche les futures recherches dans le monde du vieillissement? On en a peut-être parlé un peu par rapport à l'intelligence artificielle, mais s'il y a d'autres avenues. Oui, Dr. Menu, allez-y. Je peux répondre? Ah oui, moi, il y a des choses incroyables au niveau de la pandémie. L'impact que ça a eu dans le vieillissement, c'est immense, immense. D'abord, c'est sûr que ça a mis le vieillissement sur la carte, mais pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais je trouve qu'il y a deux éléments que je voudrais dire. D'abord, l'impact terrible qu'a eu l'isolement des aînés sur toutes leurs fonctions cognitives, physiques, psychologiques. C'est là qu'on réalise comment les interactions, je veux dire, c'est quasiment un modèle expérimental, là. Tout le monde autour de moi me disent que leurs parents, qui étaient peut-être un petit peu déments ou qui avaient peut-être une petite fragilité, ils ont décliné de façon incroyable pendant la pandémie. C'est terrible, terrible, terrible. Et ça nous montre l'importance des facteurs psychosociaux pour les aînés. Puis l'autre affaire que moi je trouve aussi, pour la recherche, puis là, je ne parle pas de recherche fondamentale, sûrement Pierrette a plein de choses là-dessus. Et puis Suzanne sur le maintien à domicile, évidemment, mais en tout cas, c'est la technologie.
AgeWell, qui est, vous savez, ce réseau en technologie et de vieillissement, a montré que l'imprégnation des technologies chez les aînés, ça a été une explosion, la pandémie. Donc maintenant, les aînés, je pense que c'est comme le double, utilisent l'Internet ou en tout cas utilisent peut-être que Suzanne, tu connais un peu ces statistiques-là, mais en tout cas, l'augmentation d'utilisation de tout ce qui est technologie par les aînés, c'est gigantesque. Fait que ça va avoir un impact sur comment on peut avoir accès aux aînés aussi, parce que ça veut dire qu'on peut peut-être justement développer des programmes, faire de la recherche à distance, utiliser toutes les nouvelles technologies pour répondre à des questions, poser des questions différentes, puis rejoindre les aînés partout au Canada, là, parce que justement, on parle à Suzanne qui est... On est toutes dans la même pièce, vous êtes toutes dans mon bureau, mais dans le fond, on n'a aucune idée où vous êtes. Peut-être vous êtes au Japon, mais c'est ça qui est fabuleux. Donc, c'est pareil pour les aînés, on va pouvoir aller les rejoindre avec ces nouveaux moyens. Donc, je trouve que c'est excitant en quelque part. Je suis entièrement d'accord, Sylvie. Puis c'est sûr qu'au niveau de technologie, puis utilisation de la technologie auprès des personnes âgées, ça introduit tout à fait un autre monde, puis c'est quelque chose. La pandémie a vraiment mis sous la loupe un peu qu'est-ce qui est le vieillissement. Pour nous qui baignent dedans, je pense, de façon régulière, on n'est pas surpris par certaines histoires, certaines choses. C'est sûr, ça nous fait toujours bien de la peine. En tout cas, c'est très difficile de lire et de voir ce qui se passe. Mais pour le grand public qui était peut-être moins au courant des situations, surtout, je pense, au niveau ressources humaines, au niveau toutes les questions d'isolation, pour moi, surtout dans le domaine de maintien à domicile, j'ai toujours les aînés qui vont me dire, oui, je vais demeurer chez nous le plus longtemps possible, mais pas de façon isolée, pas de façon... Alors, souvent, ils vont m'énumérer certains critères ou des choses comme ça. Sauf qu'avec la pandémie, justement, ça a vraiment, comme je dis, mis sous la loupe certaines questions bien importantes reliées au vieillissement et comment on peut soutenir cette population-là. Mais oui, technologie, certainement. Puis, même ici au Nouveau-Brunswick, où on n'a pas vécu la même situation pandémique en soins de longue durée qu'au Québec, j'ai un projet présentement auprès de membres de famille qui ont un parent en foyer de soins. Et nous aussi, on voit bien des diminutions au niveau de la santé mentale, au niveau de démence, au niveau de perte de poids. Et je me dis, on n'a même pas, on n'a eu que quelques cas en foyer de soins. Alors, l'impact est ressenti même à l'extérieur de provinces qui ont eu des cas. Puis c'est ça qui est frappant. Mm-hmm. Moi, je vais peut-être aborder ça sur un angle différent. La pandémie a été très éprouvante pour les chercheurs dans le domaine du vieillissement parce qu'on a été privé très longtemps d'accès à nos cohortes de personnes âgées. C'est vrai qu'on peut faire des interventions par Zoom ou Team, mais c'est difficile de faire des mesures directes par ces moyens-là. Alors, donc, ça a été un petit peu compliqué. Puis, on a eu certains cris du cœur de jeunes chercheuses là, qui étaient vraiment... qui démarraient leur programmation de recherche et qui n'ont pas pu le faire à cause de la pandémie. Alors ça, je dirais que c'est un peu plus aigu dans le domaine du vieillissement que dans d'autres secteurs de recherche, bien que ça a touché tout le monde, là. À part ça, il y a aussi dans mon secteur qui est plus biologie du vieillissement, on a souvent des grandes quantités d'échantillons de sérum, par exemple, à faire analyser pour toutes sortes de biomarqueurs d'intérêt qu'on met en lien avec d'autres paramètres qu'on a mesurés.
Et les laboratoires ou bien les laboratoires cliniques hospitaliers et même les laboratoires privés ont été monopolisés par la COVID de sorte que ça aussi, ça a eu un impact sur nos projets en ralentissant considérablement et pour plusieurs mois la possibilité d'avoir des résultats d'analyse de nos différents biomarqueurs. Alors ça, c'est des effets moins intéressants là, de la pandémie sur la recherche dans le domaine du vieillissement. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions dans le chat, donc je vais passer la parole à Asma. Puis... Merci beaucoup à nos invités. Vraiment, c'est impressionnant. On a beaucoup appris ce soir et c'est vraiment très inspirant. Je dis merci infiniment d'être ce soir avec nous. On a beaucoup apprécié. Merci aussi à mes collègues, aux tous participants qui même restés jusqu'à 19h. C'est vraiment tellement intéressante cette discussion. On n'arrive pas à quitter. Alors, je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas, on a d'autres discussions soirées prochainement avec d'autres thèmes, surtout pour les hommes. Et c'est ça, merci à tout le monde et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, bye. Oui, merci bien pour l'invitation. Merci beaucoup à tous. C'était vraiment très intéressant. Un plaisir.